France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Consultation tous azimuts, mais accueil très réservé au lendemain de l'annonce de la réforme de l'assurance maladie par Philippe Douste-Blazy. Nous reviendrons notamment sur cette franchise d'1 euro par consultation à la charge des patients. Les syndicats, la gauche et une partie de la droite jugent que le plan n'est pas à la hauteur. Les syndicats de médecins, eux, sont plutôt satisfaits. L'arrestation des meurtriers présumés de Patrice Cambron, ce père de famille battu à mort alors qu'il tentait de récupérer son vélo volé. 5 personnes âgées de 16 à 19 ans ont été interpellées aujourd'hui. Les chiffres officiels de la sécurité routière, ils sont bons. Le nombre de morts a baissé de plus de 20% l'an passé. Un seul point noir, les scooters et les 2 roues d'une manière générale. Israël accusé de crimes de guerre et de massacres à Rafah par l'autorité palestinienne. L'armée poursuit sa très vaste opération de démolition pour contrôler la frontière avec l'Égypte. Les affrontements ont fait 20 morts côté palestinien. Faut-il craindre la sécheresse cet été? La situation est fragile, a indiqué le ministre de l'écologie Serge Lepelletier à l'issue du premier comité sécheresse et alors que la France connaît une nouvelle vague de chaleur. Enfin, Marseille a le moral au beau fixe. Didier Drogba pourra bien jouer la finale de la Coupe de l'UEFA demain soir. Nous serons en direct de Göteborg avec l'entraîneur de l'OM, José Anigo. Pour commencer donc la grande réforme de cette année 2004, en tout cas c'est ce qui était annoncé, celle de l'assurance maladie. Philippe Douste-Blazy, comme prévu, l'a dévoilé hier soir sur France 2 et il a rencontré les syndicats toute la journée. Alors avant de revenir dans le détail sur ce plan, tout de suite la mesure qui a retenu l'attention, cette franchise d'1 euro par consultation que nous devrons payer aux médecins. Mode d'emploi et réaction, Vincent Fourcade, Stéphane Morel. Fin de la consultation et 20 euros d'honoraires pour ce généraliste. Une somme en partie prise en charge par la Sécu. Elle va rembourser 14 euros à cette patiente. Demain ce sera moins, 13 euros, car les patients vont devoir sortir de leur poche 1 euro à chaque visite chez le médecin. 1 euro multiplié par des milliers et des milliers de personnes, ça va sûrement renflouer le trou de la sécurité sociale. Maintenant, 1 euro, ça peut être beaucoup d'argent aussi, ça dépend des porte-monnaies, des salaires des gens. Merci. Une contribution de 1 euro censée responsabiliser les patients. Mais pour ce praticien, il s'agirait plutôt de les culpabiliser. Jusqu'à quand on va demander aux gens de payer la gabegie et la non-maîtrise comptable depuis 30 ans par des gens qui sont incompétents? Jusqu'à quand? Dans la salle d'attente, la pilule à 1 euro a du mal à passer, notamment pour les moins fortunés. Par exemple, moi en ce moment j'ai les soins tous les jours. Donc si tous les jours je dois payer 1 euro ou que ce soit 2 euros, bah, ça va me coûter cher, je suis obligée d'y aller. On commence par 1 euro, puis c'est facile de passer à 2, puis à 3, puis à 4, c'est comme la CSG. Mais les bénéficiaires de la couverture maladie universelle ou de l'aide médicale d'État devraient être exonérés de cette contribution, dont la date d'entrée en vigueur reste inconnue. Alors le plan Douste-Blazy prévoit d'autres recettes pour boucher le trou de l'assurance maladie. Il comporte aussi quelques nouvelles règles d'organisation du système de soins. Cela suffira-t-il? Le détail des mesures et de leur impact financier avec Séverine Lebrun et Nathalie Gallet. Le temps de ce reportage, l'assurance maladie aura enregistré plus de 3500 demandes de remboursement. Un emballement des dépenses qui est censé enrayer le plan de sauvegarde annoncé par le gouvernement. D'un côté, il compte sur des recettes nouvelles. Augmentation de la CSG pour les retraités imposables, 560 millions d'euros. Plus grande contribution des entreprises, 780 millions d'euros. Forfait d'1 euro pour chaque consultation, jusqu'à 1 milliard par an. Remboursement par l'État d'exonération de charges, 1 milliard d'euros chaque année. Total des recettes espérées, 5 milliards par an. Et selon le ministre de la Santé, chacun met la main à la poche. Devant une telle faillite de l'assurance maladie, il n'y avait que 2 solutions. Ou personne ne payait, et c'était fini, ou un peu tout le monde. C'est ce qui a été choisi. Mais l'essentiel de la cagnotte viendra des mesures d'économie. Mise en place d'un dossier médical informatisé, recours conseillé aux médecins traitants, 3,5 milliards de dépenses en moins. Une politique du médicament plus efficace, 2,5 milliards d'économies. Sans compter un meilleur contrôle des arrêts maladie ou des fraudes à la carte vitale. Au total, 9,5 milliards d'économies par an, si tout se passe comme prévu.
L'ensemble des mesures d'économie qui sont proposées sont purement des mesures incitatives. Il n'y a pas d'obligation ou de sanction si on ne respecte pas les mesures annoncées. Dans cette mesure-là, les choses sont laissées à la libre appréciation des patients, des médecins, et donc on ne peut pas garantir le résultat. Plus de recettes, moins de dépenses, 15 milliards d'euros devraient rentrer dans les caisses une fois toutes les mesures entrées en action. Pour 2004, le déficit annoncé de l'assurance maladie atteindra 12 milliards 900 millions d'euros. Philippe Douste-Blazy qui a donc procédé en 2 temps, annonce des mesures hier soir à la télévision, consultation des syndicats aujourd'hui, des syndicats très réservés. Quant à la gauche et à l'UDF, ils dénoncent des mesurettes. Alexandre Cara, Bruno Giraudon. J'ai pris déjà 1 euro pour ma consultation gouvernementale. Le sourire de Bernard Thibault n'aura pas duré longtemps. Face au ministre de la Santé, le patron de la CGT a vite retrouvé son sérieux dans une ambiance un peu glaciale. 1h30 de discussion et à la sortie, Philippe Douste-Blazy n'a pas convaincu. Merci. 1 euro sur la consultation médicale, comme à l'époque du forfait hospitalier, qu'on fixe à un certain niveau, mais là, on met le doigt dans un engrenage qui peut générer des inégalités importantes. En fin d'après-midi, c'est au tour de François Chirec d'être reçu. Il faut refaire la poignée de main. Si on refait la poignée de main, c'est uniquement pour la photo. Là encore, 1 heure de réunion, sans plus de résultats. Un plan d'économie ou de financement avec une mesure symbolique pour les entreprises, mais qui sera surtout financé par les ménages, par les familles, par les usagers, et qui reporte la dette sur les générations futures, ce qui n'est pas acceptable. À l'Assemblée nationale, l'UMP approuve, mais le PS et même le partenaire UDF critiquent. Il n'y a pas véritablement de réforme de structure de notre appareil de santé et d'assurance maladie, et donc cette réforme ne sera pas durable. Est-ce que c'est moralement sain qu'une collectivité fasse porter sur les générations des années 2030 ou 2040 la dette qu'on est en train d'effectuer aujourd'hui? Philippe Douste-Blazy a annoncé vouloir boucler le dossier avant la fin juillet, mais à n'en pas douter, ce ne sera pas chose facile. Jean-Marie Le Pen dénonce, lui, je cite, un petit bricolage de l'assurance maladie. Enfin, le premier syndicat de médecins, la CSMF, se félicite notamment du volet concernant la coordination des soins. Et puis, avant de refermer ce chapitre, un mot de la lutte contre les gaspillages ou les fraudes. On l'a entendu tout à l'heure, le gouvernement souhaite par exemple renforcer le contrôle des arrêts de travail. Pour Philippe Douste-Blazy, 2 ou 3 médecins par département en moyenne commettent des abus. Il faudra sanctionner, dit-il. Alors nous avons tenté l'expérience. Est-il si facile d'obtenir un arrêt de travail? Réponse avec Nathalie Moisan et Christelle Marty. Petite expérience aujourd'hui en caméra cachée. Notre journaliste, a priori en pleine forme, se rend chez un généraliste. Elle prétend avoir mal à la tête et être un peu fatiguée. En fait, je me sens un peu fatiguée depuis quelques jours. J'ai mal à la tête, en fait, depuis 2-3 jours. Et beaucoup de maux de tête. J'ai des maux de tête et je me sens fatiguée, je me sens pas très bien. Après un rapide examen, la tension est bonne, les réflexes normaux, le diagnostic tombe. Je crois que c'est plus grave que l'expression est finie, c'est plus dépassé. Vous allez vers la dépression. En simulant un peu, elle négocie facilement un arrêt de travail. Bon, ça fait 10 jours d'arrêt, quoi. Ça fait jusqu'à jeudi 27 inclus. Très bien. D'accord. Bon, un peu plus, pas jusqu'à la fin de la semaine, je sais pas. Je peux vous arrêter jusqu'à la Pentecôte si vous voulez. Bah ouais, je pense. Alors que notre journaliste est en parfaite santé, elle a obtenu 13 jours d'arrêt maladie et une ordonnance à rallonge. Comment lutter contre ces arrêts abusifs? Dans cette caisse de sécurité sociale de la Marne, les patients en arrêt depuis plus de 3 mois sont systématiquement convoqués pour un contrôle. La Sécu connaît les médecins qui prescrivent trop d'arrêts, mais elle a peu de moyens pour les sanctionner. Alors à destination des professionnels de santé, il y a plusieurs mesures, je dirais, coercitives, soit des mesures conventionnelles qui peuvent aller jusqu'au déconventionnement, je n'ai pas de cas dans la Marne, mais aussi des mesures dites ordinales, c'est-à-dire par exemple l'interdiction d'exercice. Le gouvernement souhaite aussi sanctionner les entreprises qui se rendent complices de fraude, mais selon la Caisse nationale d'assurance maladie, seuls 6% des arrêts de travail seraient injustifiés. Actualité judiciaire maintenant, avec d'abord ce rebondissement dans le procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Les 2 mères de famille qui maintenaient jusque-là que l'ensemble des accusés avaient participé au viol viennent de se rétracter. Elles ont avoué avoir menti. C'est toute la physionomie de ce procès qui est en train de changer. La thèse du réseau de notables est mise à mal. Sur place, Agnès Garde et Vincent Kellner. Pierre Martel, le chauffeur de taxi, Alain Maréco, l'huissier, sa femme, la boulangère et son mari, tous viennent d'être innocentés. C'est en fin d'audience, vers 19h, que Myriam Badaoui, principale accusée, principale accusatrice également, se lève et déclare
j'ai menti. Ces gens n'ont rien fait, je suis malade, je suis une menteuse, avant de s'effondrer en larmes. J'ai tout perdu de cette affaire. Vous savez, on a volé mes enfants, ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison. J'ai plus rien. Comment voulez-vous? Ça vous soulage? C'est ma femme. Bien sûr que ça me soulage, mais depuis le temps qu'on le disait qu'on n'avait rien fait. C'est fini. C'est soulagement, C'est la fin d'un cauchemar. Ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir retrouver mon petit garçon. Ça fait 3 ans qu'on me l'a pris. Et j'avais rien fait. J'ai toujours dit que j'avais rien fait. Extraordinaire rebondissement dans un procès où 13 accusés sur 17 clament leur innocence depuis le début. Personne ne parle encore ce soir de scandale judiciaire et pourtant c'est dans toutes les têtes. Même du côté de la partie civile, on accuse le coup. Ce qui est terrible dans ce dossier, c'est de penser que des innocents, puisqu'on peut employer le terme maintenant, ont été retenus dans les filets de la justice. Et qu'à l'issue de cette affaire, on a l'impression que les enfants sont terriblement malheureux parce qu'ils sont victimes, ils ont souffert d'une façon épouvantable et que ce sera encore plus dur pour eux. L'audience reprendra demain matin à 9h30. Il planera sans doute au-dessus de la cour d'assises un effarant sentiment de gâchis. Il faudra crever l'abcès. Ce sont les derniers mots du président ce soir. Justice encore, du nouveau dans l'enquête sur le meurtre révoltant de ce père de famille battu à mort pour avoir tenté de récupérer son vélo volé la veille. Une manifestation de soutien à la famille avait même été organisée et bien 5 personnes âgées de 16 à 19 ans ont été interpellées. L'une d'entre elles, un mineur, serait l'auteur des coups mortels. Fanny Auvergne, Mathieu Birdem. 5 adolescents âgés de 16 à 19 ans sont actuellement en garde à vue ici, au commissariat de Melun. 3 parmi les 5 sont soupçonnés d'avoir tué à coups de barre de fer Patrice Cambron, un père de famille qui tentait de récupérer son vélo volé le 30 avril dernier. Devant les policiers, les 5 garçons s'accusent mutuellement. L'un des mineurs pourrait être l'auteur des coups mortels. La plupart d'entre eux habitent le quartier de la victime, à Savigny-le-Temple. C'est grâce à des témoignages anonymes que l'enquête a pu progresser. Ce matin, à l'enterrement de Patrice Cambron, des centaines d'habitants de la région sont venus se recueillir. Tous espèrent que les agresseurs seront punis. Qu'ils soient punis en conséquence, que la justice vraiment les punisse. La violence, c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait un exemple, il faut que ça cesse. La famille de la victime espère comprendre comment une histoire de vélo volé a pu ainsi dégénérer. Pour l'heure, les adolescents n'ont donné aucune explication à ce meurtre. On en vient maintenant au verdict attendu de la cour d'assises du Rhône après le meurtre d'un militant nationaliste corse. On en parle depuis quelques jours. Eh bien, la cour confirme en appel l'acquittement de Stéphane Sbraggia. Il est ressorti libre. L'avocat général avait requis hier 18 ans de prison ferme. Un procès décidément mouvementé. Sur place à Lyon, Dominique Verdaillan, José Boulestex. Une poignée de main, un CRS, quelques larmes que l'on essuie discrètement. De grands sourires de satisfaction, il suffisait d'un mot, acquitté. Stéphane Sbraggia, le verdict modeste, pas de commentaire, une seule phrase lancée dans la bousculade. J'en veux à la presse de m'avoir sali pendant 6 ans. Trop pressé de quitter le palais avec ses amis, Stéphane Sbraggia, acquitté pour la seconde fois, manque de se faire renverser par une voiture. 4 heures de délibération pour que 15 jurés lyonnais aient la même lecture du dossier que 12 jurés bastiais. Et je suis également très heureux pour mes jurés de Haute-Corse, car pour une fois, on ne pourra plus décrier cette justice, car, comme je l'ai dit, on juge encore en Corse au nom du peuple français. Terminé. Logiquement, il va donc demander des dommages et intérêts. Y a-t-il une logique en matière de justice? 1 an de détention provisoire pour rien. Dans un large sourire, le président de la cour d'assises lui annonce qu'il est en droit de demander réparation à la justice. Pour certains, ce procès était celui de la peur, de l'omerta. Pour d'autres, pour la défense, c'était celui de la rumeur, un dossier sans indice, sans éléments matériels. Ce soir, c'est le procès du vide, un co-accusé, Christophe Pierry, qui est toujours en fuite, et une famille de victimes qui reste sans réponse.
En bref, encore, Bertrand Cantat a finalement décidé de faire appel de sa condamnation à 8 ans de prison par la justice de la Lituanie. Aucune explication sur les raisons de ce geste. Il n'est pas certain toutefois qu'un second procès ait lieu. D'après l'avocat de la famille Trintignant, Georges Kejman, les deux parties pourraient s'accorder pour renoncer à leur appel respectif. La bonne nouvelle du jour, il s'agit des chiffres officiels de la sécurité routière rendus publics par le ministre des Transports, Gilles de Robien, pour l'année 2003. Le nombre de tués a baissé de 20,9% très exactement, 5 731 morts, un chiffre qui rapproche la France des meilleurs élèves européens. Une seule ombre au tableau, les deux roues à moteur, en particulier les scooters et les mobylettes qui restent aussi dangereux, sinon plus, que l'an passé. François-Julien Piednoir, Rémi Poissonnier, Philippe Gesselin. Comme tous les jours ou presque, ces policiers poursuivent une mobilette qui circule sur le périphérique parisien. C'est bien sûr strictement interdit et surtout dangereux. À Paris, un accident sur deux implique un deux roues. Est-ce que vous faisiez sur le périph'? Je suis rentré dedans, puis bon. Vous savez que vous n'avez pas le droit? Je sais. On est fous, hein, on est jeunes, on fait les fous, quoi, voilà. C'est comme ça. Hein. Ça s'agit avec l'âge. On peut avoir, pour certains conducteurs, l'envie de s'exonérer beaucoup plus facilement de certaines vitesses. Ça peut être un facteur de dangerosité, mais également une fausse impression de fluidité due simplement à la largeur de ce type de véhicule. Il se faufile partout, mais paie le plus lourd tribut à la route, plus 1,6% de tués en 2003. Des conducteurs peu équipés, le code de la route n'impose que le port du casque. J'ai l'impression de ne pas avoir de ceinture de sécurité, pas d'être comme ça à l'air, donc oui, on se sent un peu vulnérable, c'est sûr. Pas d'équipement et pas d'immatriculation. Sans plaque, difficile de sanctionner. Dès le 1er juillet prochain, le gouvernement compte immatriculer tous les moins de 50 cm3. Autre solution pour ces deux roues légers, rendre incontournable le brevet de sécurité routière à l'école pour conduire un scooter ou une mobilette. Enfin, la bête noire de tous les deux roues, les infrastructures routières. Le gouvernement promet de les aménager car elles peuvent être aussi fatales que l'inconscience du conducteur. L'actualité à l'étranger, d'abord cet appel de l'autorité palestinienne à la communauté internationale. Yasser Arafat parle de massacres et de crimes de guerre de l'armée israélienne qui poursuit ses opérations à Gaza. Regardez la carte. Il s'agit, selon le gouvernement israélien, d'élargir le couloir de sécurité entre la ville de Rafah et la frontière égyptienne pour éviter la contrebande d'armes via des tunnels. Les militaires ont entrepris pour cela de démolir des centaines de maisons. Les civils fuient. Les affrontements ont fait 20 morts côté palestinien. À Jérusalem, Charles Anderlin. Un combattant palestinien blessé ou mort gît sur le sol dans une rue de Rafah. Un ambulancier des Nations Unies tente, sous le feu, de l'évacuer. 12 heures après le début de l'opération israélienne dans le sud de la bande de Gaza, le bilan est élevé. 20 Palestiniens tués, la plupart des militants, mais aussi des civils et 2 enfants. Il y a une trentaine de blessés. L'objectif des Israéliens est de démanteler les réseaux de contrebandiers qui font passer des armes et des explosifs par des tunnels creusés sous la frontière égyptienne toute proche. Aujourd'hui, 3 maisons ont été détruites ici. Elles viennent s'ajouter aux 280 habitations passées au bulldozer dans le camp de réfugiés depuis le début de l'année. Plus de 2000 Palestiniens ont ainsi perdu leur logis. Selon les chefs militaires israéliens, l'opération n'est pas limitée dans le temps. Ils affirment que leur armée n'entrave pas l'aide humanitaire fournie aux Palestiniens, y compris la livraison de bonbonnes d'oxygène à l'hôpital de Rafah. C'est une manière de répondre aux protestations internationales de plus en plus nombreuses. Oui, l'Union européenne a d'ailleurs condamné cette opération. George Bush lui-même s'est déclaré troublé, mais il estime qu'Israël a tous les droits de se défendre face au terrorisme. Fin de citation. L'Irak, avec l'arrestation de 4 personnes liées à l'assassinat du civil américain Nicholas Berg, dont la décapitation avait été mise en scène et diffusée sur un site internet. C'est une source irakienne haut placée qui a donné cette information à l'agence France Presse, mais sans donner de détails sur l'identité des personnes concernées. Le Jordanien Al-Zarqawi, proche d'Al-Qaïda et qui aurait participé à la scène, ne figurerait pas, en tout cas parmi elles. En ce qui concerne maintenant les mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens, eh bien, demain sera une journée importante. Un premier soldat américain comparaîtra en cour martiale à Bagdad. 6 autres suivront et on connaît maintenant les positions de chacun. Il y a 2 versions sur le niveau de responsabilité de la hiérarchie militaire. Claude Sampère.
Voici les 7 soldats américains accusés d'actes de torture et de sévices en Irak. 7 jeunes soldats qui devront répondre de leurs actes devant la justice. Le première classe, Jeremy Sivitz, sera le premier à être jugé dès demain, ici même, devant une cour martiale spéciale à Bagdad. Il devrait plaider coupable. Il est le seul parmi les accusés à s'en tenir à la version officielle, des actes isolés commis par des soldats de leur plein gré. À aucun moment il ne met en cause sa hiérarchie. Lors de ses interrogatoires, Sivitz a à plusieurs reprises chargé ses camarades. Le fait de plaider coupable peut en droit américain lui laisser espérer une peine allégée. Ses 6 collègues, en revanche, sont unanimes. Dans la prison, ils affirment n'avoir agi que sur ordre de leurs supérieurs. Dans cette affaire, ils estiment n'être que des boucs émissaires. La première classe, Lindy England, 21 ans, est celle que l'on voit le plus sur les photos. Aujourd'hui enceinte, elle est la seule à ne pas être en prison, la seule qui a commencé à se défendre en accusant ses supérieurs. J'ai reçu l'ordre de personnes plus gradées que moi de me mettre là, de tenir cette laisse et de regarder l'objectif. Ils ont pris la photo pour des opérations psychologiques et c'est tout ce que je sais. Pour les autres, comme le sergent Frédéric, 37 ans, c'est leur famille qui aujourd'hui les défend. Des familles qui sont persuadées que les soldats ont agi sur ordre du renseignement militaire. C'est le plus mauvais procès que j'ai jamais entendu. Il leur fallait un bouc émissaire et silence dans les rangs. Le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, a promis à l'Amérique que les procès des 7 soldats se dérouleront dans la plus grande transparence. Tous risquent plusieurs années de prison. Au-delà, c'est peut-être l'image de toute l'administration Bush qui est en jeu. À l'étranger encore, ce coup de théâtre en Inde. Sonia Gandhi, 57 ans, héritière de la dynastie Nehru-Gandhi et dont le parti a remporté les dernières élections générales, renonce à être Premier ministre. Elle s'est dit profondément blessée par la très violente campagne lancée contre elle par les nationalistes parce qu'elle n'est pas indienne, mais italienne d'origine. Une controverse qui agite le pays tout entier. Jean-Marc Ilouz. Devant les caméras, c'est presque le chaos. Sonia Gandhi renonce à la victoire de son parti et à devenir Premier ministre d'1 milliard d'Indiens. Consternation de ses partisans du parti du Congrès, la gauche laïque, et déjà sur les écrans, la bourse, malade de la défaite des nationalistes hindous, se redresse. Ma conscience me dicte de ne pas accepter ce poste que je n'ai jamais recherché. À l'extérieur, un député de son parti menacera même de se suicider pour la faire revenir sur sa décision sans succès. Car depuis leur défaite, les nationalistes hindous renouent avec l'extrémisme et dénoncent de plus belle l'étrangère, l'italienne, l'usurpatrice. C'est vrai, à la tête d'un vieux parti donné perdant, Sonia Gandhi et ses enfants s'étaient quand même lancés dans la bataille. Mais aujourd'hui, Sonia Gandhi ne veut plus payer le prix du sang. En 91, son mari, l'ancien Premier ministre Rajiv Gandhi, était assassiné par un séparatiste. Il avait été lui-même aspiré par la politique après la mort de sa mère, la puissante Indira Gandhi, 2 fois Premier ministre, elle aussi assassinée. Cette fois-ci, la terrible loi de la dynastie ne conjuguera peut-être plus pouvoir et deuil. En bref encore, bon anniversaire à Jean-Paul II qui a fêté aujourd'hui ses 84 ans, pas de cérémonie particulière, mais la boîte aux lettres et les sites internet du Vatican ont été submergés de messages de sympathie venus du monde entier. À cette occasion, le pape publie son 2e livre autobiographique consacré à ses 20 années d'épiscopat en Pologne entre 1958 et 1978. Il indique notamment que s'il n'avait pas embrassé la carrière religieuse, il aurait souhaité être acteur, monter sur les planches. C'était sa passion de jeunesse. Il était considéré, dit-il, comme très doué. En Grande-Bretagne, on s'apprête aussi à commémorer le 60aire du D-Day, le débarquement de Normandie. Événement aujourd'hui, les barges qui ont servi à transporter les hommes vers les plages ont été montrées sur la Tamise, en plein centre de Londres, avec à bord les vétérans de l'opération. Sur place, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes et les bords de la Tamise n'ont rien à voir avec les plages de Normandie. Et pourtant, pour Leonard Smith, cet après-midi à Londres, l'émotion était au rendez-vous. J'ai eu les larmes aux yeux, vous savez. Je n'avais jamais imaginé que je vivrais ce jour. Aujourd'hui, ici, avec cette barge derrière moi.
Il faut dire qu'il y a presque 60 ans que Léonard n'était pas remonté à bord d'un dock, cette barge à la silhouette connue de tous, symbole du débarquement. 2 tonnes et demie, 6 roues motrices, amphibie, construite à 21 300 exemplaires entre 1942 et 1945. Le 6 juin 1944, Léonard pilotait l'une d'entre elles lors du premier assaut sur Juno, une des plages prises par les Britanniques. Aucun entraînement au monde ne peut vous préparer à ça. Les horreurs que j'ai vues sur cette plage, la mort, les massacres et tout ça. Léonard garde surtout en mémoire et en photo ses camarades de l'époque, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Et si le Duc, dans lequel ils se sont aujourd'hui promenés, a subi beaucoup de modifications, pour eux ça n'a aucune importance. C'est toujours l'engin avec lequel ils ont survécu au débarquement. En France, la lutte contre les pollueurs en marche. Le commandant du cargo Nicolas M, qui avait vidé, nettoyé ses cuves au large de La Rochelle il y a 6 mois, a été condamné à 150 000 € d'amende par le tribunal de Brest. L'équipage avait plaidé la pollution accidentelle. Il faut savoir qu'un nettoyage des cuves dans les règles, dans un port, coûte pour ce genre de bateau 15 000 € en moyenne. La condamnation, la sanction financière peut donc être considérée comme dissuasive. C'est le 7e cas de flagrant délit depuis le début de l'année. En bref, encore un nouveau mariage homosexuel programmé. Après Bègle le 5 juin, ce sera le 24 juillet à Côte-Bec-les-Elbeuf en Seine-Maritime. Le maire socialiste dissident a annoncé sa décision. Rappelons que le garde des Sceaux, Dominique Perben, a indiqué qu'il se réservait le droit d'engager des poursuites et que ces unions seraient nulles et non avenues au regard de la loi. L'éducation avec une protestation officielle d'une des 2 principales fédérations de parents d'élèves, la FCPE, contre l'état des toilettes. Un questionnaire a été adressé aux parents à Paris. 7 enfants sur 10 se plaignent de la saleté des sanitaires. Beaucoup se retiennent même très régulièrement d'aller aux toilettes. Nabila Tabouri, Rémi Poissonnier. La petite camarade, bien sympa d'apporter le précieux papier de toilette. La bonne copine qui accepte de garder la porte parce que le verrou est trop haut. Ou encore le petit malin qui entend bien marquer son territoire. Aller au petit coin à l'école n'est jamais une partie de plaisir. Ici, les toilettes ont pourtant été rénovées, mais visiblement, ce n'est pas encore assez. Faudrait mettre des cuvettes, parce que là, à chaque fois qu'on s'assoit dessus, on évite de s'asseoir dessus, parce que c'est sale et c'est tout froid, ça sent trop mauvais, et du pipi partout, et donc... Malgré les travaux Les travaux, ça n'a rien changé, ils font toujours pipi de travers. La propreté des WC scolaires, une question jamais vraiment prise au sérieux, jusqu'à la publication d'une récente étude réalisée par les parents d'élèves parisiens. Un seul essuie-main, pas de savon, des lavabos trop hauts pour les élèves de CP et des graffitis sur les portes. Le constat, à l'image de la vétusté des toilettes de cette école parisienne, est accablant. On ne peut pas tolérer pour les enfants, dans l'éducation nationale, l'école publique, laïque, des choses que vous n'allez pas tolérer, vous, chez vous. Et à votre travail, c'est pareil. Un constat partagé par beaucoup de parents d'élèves. Il est évident que ma fille ne va pas aux toilettes à l'école parce qu'elle trouve que c'est trop sale. Donc elle se retient et voilà. Une attitude qui risque de conduire l'écolier chez le médecin. On estime d'ailleurs à 6% le nombre d'enfants atteints d'infections urinaires. Il s'agit surtout de petites filles. Ces enfants sont gênés, sont fatigués éventuellement, ils peuvent avoir une baisse de leur performance scolaire et je vous dis, dans les cas les plus graves, ils peuvent abîmer leurs reins. Directement visés, les mairies propriétaires des murs mettent en avant des chiffres. À Paris, 1 million d'euros de travaux sont dépensés chaque année, rien que pour les WC scolaires, et 150 rénovations sont prévues d'ici 2005. Est-ce que ce sera suffisant? Combien de temps, par exemple, ces toilettes resteront propres? Combien de temps? C'est possible qu'elles le restent très longtemps. S'il y a de la surveillance, s'il y a de l'implication de tous. Bref, une meilleure éducation des écoliers au respect des lieux qui passe peut-être par le retour des dames pipi dans les 58 000 écoles de France. La France a chaud, vous l'avez sans doute constaté, on n'est pas très loin des records pour la saison. 29 degrés à Bordeaux, 27 à Strasbourg, Clermont-Ferrand ou ici à Lyon. Une chaleur qui contraste avec la fraîcheur de la semaine dernière. Question en conséquence, faut-il craindre la sécheresse cet été? Eh bien la situation est
fragile, a indiqué Serge Lepelletier, le ministre de l'écologie, qui présidait la première réunion du comité sécheresse, composé d'experts. Au cœur des préoccupations, il y a les réserves d'eau. Le nord et le nord-est sont particulièrement concernés. Dans la Meuse, reportage Agnès Monteux, Patrick Hacher. À Clermont-en-Argonne, on a remis au goût du jour les gestes d'autrefois. On puise son eau à la fontaine. Non par nostalgie, mais par nécessité. Pourquoi vous faites ça? Pour économiser l'eau du village. Parce que ça, c'est une eau de source. Donc, il ne se tarit pas. On ne prend pas sur les réserves du réservoir. Car l'eau du réseau collectif vient directement des nappes du sous-sol qui, elles, sont au plus bas. Alors, pour arroser ses poireaux, Madame Bernard n'a plus le droit d'utiliser l'eau du robinet, depuis qu'elle a reçu, dès la mi-avril, comme tous les autres villageois, cet arrêté municipal. Interdit de laver les voitures, laver les toitures et façades, nettoyer les terrasses, rues et trottoirs, et remplir les piscines. Les nappes phréatiques, les agents de l'État les surveillent de près dans toute la Lorraine, grâce à des puits de contrôle. Car elles sont basses un peu partout. D'abord, il y a eu la canicule et depuis, il a très peu plu. 40% de moins que d'habitude, l'automne et l'hiver dernier. Alors un peu partout, comme à Clermont-en-Argonne, on cherche des solutions. Cassandre est une détective de l'eau, une toute récente employée de la mairie. Son travail, chercher des sources ou d'anciennes installations. Tout recensé pour trouver de l'eau inutilisée, comme dans cet ancien lavoir alimenté par une source. Je pense que ça serait bien de réhabiliter les anciennes installations comme ce lavoir, quoi, par exemple. Ouais. Je trouve que utiliser un peu ce qu'ont fait nos ancêtres pour nos problèmes aujourd'hui. En attendant, certaines cultures souffrent déjà de ce nouveau début de sécheresse. Dans le département voisin des Vosges, les agriculteurs sont inquiets. On voit, quand on les prend, qu'il y a des épis qui sont montés et une grosse partie est restée à mourir au pied et qui ne feront rien du tout. Il devrait y avoir beaucoup plus d'épis. Voilà, une plus grande densité. Inquiets pour leur culture, inquiets aussi pour leur élevage. Ici, les vaches sont nombreuses. Chacune boit jusqu'à 100 litres par jour. Alors tout le monde espère qu'il va pleuvoir pour ne pas revivre la canicule de l'été dernier. Et avec la chaleur, l'arrivée des premières cerises, la production française est vendue depuis avant-hier sur les marchés à des prix pas vraiment sucrés pour l'instant. Des cerises qui viennent des Pyrénées-Orientales à Trouillat, près de Perpignan, Hélène Vergne, Françoise Mazou. Il y a quand même un tri à faire, bien entendu. Les premières ne sont pas toutes rouges en même temps. Alors il y a un petit tri à faire. Prendre son temps pour ne garder que les meilleures, celles qui sur les étals se monnayeront jusqu'à 12 € le kilo. C'est le secret de cette entreprise familiale, dans un verger pas comme les autres, où l'on cueille différemment, à hauteur d'homme. Le cerisier pousse à la verticale. Donc la lumière ne concerne que la périphérie de l'arbre, alors que dans notre système, c'est toutes les feuilles, tout l'arbre qui bénéficie de l'éclairement. Sur ces branches en arceaux, le fruit est baigné de soleil et mûri plus précocement. Un procédé confidentiel appelé à se généraliser. Car pour tous les producteurs de cerises, ces ventes de variétés précoces représentent un tiers du chiffre d'affaires. Et quel que soit le prix de vente, les clients sont toujours au rendez-vous. Ouais, c'est cher, mais on trouve bien. Alors, comme on adore les cerises, ça fait plaisir. Elles sont délicieuses. Très bonnes. Attendez, c'est les premières de l'année. Pour faire un vœu. Elles sont toujours bonnes. Les meilleures. Pour avoir le privilège de goûter ces premières cerises de France, il vous en coûtera 12 € le kilo. Mais dans une semaine tout au plus, ces vergers donneront leur plein de production à un prix bien plus abordable. Sport, Paris franchit la première étape pour accueillir les JO de 2012. La capitale a été retenue officiellement par le comité olympique parmi les 5 finalistes. En lice encore des concurrents sérieux, Madrid, New York, Londres et Moscou. Manuel Tissier, Alexandra Renard. Paris, New York, Moscou, London and Madrid. Voilà le 5 majeur dans la course aux Jeux 2012. Paris en tête de liste, ce n'est pas forcément un signe. Mais ce soir, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, le Tout Paris 2012 pouvait s'afficher en candidat officiel et révéler le slogan qui va fleurir sur tous les murs de France avec des raisons d'y croire. C'est vrai que cette candidature était attendue, mais c'est quand même une étape de franchie. Je crois qu'il y a de la part du CIO, que je remercie,
un jugement relativement positif sur notre candidature, comme sur les autres d'ailleurs, qui sont retenus. Le village olympique, ce n'est aujourd'hui qu'une friche dans le 17e arrondissement, mais le projet au cœur de la capitale a séduit le comité international olympique. Positif aussi les 2 pôles de compétition prévus au nord et à l'ouest. 50% des équipements existent, il reste à bâtir une grande salle et un complexe aquatique, mais surtout à mobiliser tout le pays. Pour qu'un pays avance, il lui faut faire en sorte que son peuple se rassemble autour d'un grand projet. Les Jeux à Paris, c'est un grand projet, pas simplement pour Paris-Île-de-France, mais pour toute la France. Face à New York et la puissance des médias américains, face à Londres, Moscou et Madrid, le combat pour la flamme olympique sera rude. Verdict le 6 juillet 2005. Football, Marseille a le moral au beau fixe. Didier Drogba pourra bien jouer la finale de la Coupe de l'UEFA demain soir, à suivre sur France 2. Nous serons en direct de Göteborg avec l'entraîneur de l'OM, José Anigo, dans un instant. Bonsoir José Anigo. D'abord, ces images de l'entraînement des joueurs de l'OM avec Florent Gautreau et Francis Mazoyer. Un ciel aux couleurs de l'OM, un soleil presque marseillais et un vent digne du Mistral. Le décor est planté, les Phocéens ne seront pas trop dépaysés à Göteborg. Mais pas d'effervescence en cette veille de match. Le port le plus important de Scandinavie s'est drapé dans un flegme très nordique à l'heure d'accueillir la finale. Tout cela va très bien à Didier Drogba, qui n'est pas pour rien le meilleur réalisateur de l'OM. Ce matin, la hanche va mieux, le sourire en dit long. Peut-être la palme d'or de l'intox pour l'attaquant ivoirien. Mais au fait, Marseille joue à 11. Il y a les autres joueurs moins médiatisés et qui vont jouer pour la plupart leur première finale contre Valence, le champion d'Espagne. Il y a de la tension dans l'air. Il y a tout ce qui va autour qui fait aussi qu'on est dans un événement à part. Donc tout le monde a conscience un peu des enjeux de cette finale, à la fois individuelle et collectif. Le stade Oulévi se prépare et demain, il y aura 11 000 Marseillais dans cette enceinte de 43 000 places. Et si le ciel de Göteborg leur portait bonheur? Et si Roger Magnusson, ici à gauche, ce génial dribbleur suédois, idole de Marseille il y a 30 ans, donnait des idées à ses jeunes successeurs? L'OM s'est entraîné une dernière fois, 1 heure avant l'équipe de Valence. Et comme prévu, Drogba était là, apparemment en forme. Mais José Anigo n'est pas au bout de ses peines. Sur une frappe anodine, Barthez se tord la cheville. Petit moment de panique. Premier soin sur le terrain. Le gardien quitte l'entraînement, le visage fermé. Plus de peur que de mal pour Barthez. Il y a quelques minutes, le médecin de Marseille s'est voulu rassurant. Barthez a arrêté l'entraînement par simple précaution, mais il jouera demain. Drogba et Barthez présents. C'est donc bel et bien un OM au complet qui va affronter Valence. Et avant de rejoindre José Anigo, un détour du côté des supporters. Ils seront près de 11 000 à faire le déplacement en Suède. À Marseille, Nathanaël de Rinxin, Ludovic Tourte. À Marseille, l'OM affiche ses couleurs jusque sur la façade de l'aéroport. L'embarquement de 8000 supporters demande une organisation exceptionnelle. Demain matin, l'enregistrement pour Göteborg se fera donc sur ce parking aménagé en terminal d'aéroport. Café, boutique aux couleurs de l'OM, les voyageurs en partance pour la Suède auront de quoi s'occuper en attendant leur avion. Cette finale, c'est 8000 supporters qui vont prendre l'avion à partir de demain matin, donc 5 heures jusqu'à 12h30, ce qui représente à peu près le double de notre trafic habituel sur 24 heures. C'est aussi 39 vols supplémentaires. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis moyens exceptionnels à supporters et passagers exceptionnels. Chez Albert, au siège des Amis de l'OM, c'est l'effervescence. 800 membres de ce club de supporters sont du voyage en Suède. Cela représente plus de 2 avions. Pas facile de s'improviser voyagiste. Au P2, décollage à 8h. Il y a Christian, Jérémy, Patrick. À Marseille, cette finale déchaîne les passions. Certains supporters sont prêts à toutes les folies pour voir l'OM conquérir un 2e titre européen. Moi j'ai vu des gens qui ont fait des crédits pour se payer la finale quand même. Pour payer 500 € la place en finale, ils font des crédits. Il y en a qui m'ont appelé en me disant j'ai pas réussi à avoir le crédit, je peux pas venir. Ça vous le voyez pas ailleurs. Aujourd'hui, il restait encore une centaine de places à vendre pour la finale. 550 € pour un match de football. À Göteborg, les joueurs de l'OM seront soutenus par des supporters très motivés. Est-ce que c'est cher pour un match de foot ou Ouais, c'est cher pour un match de foot. Maintenant, c'est la finale de la Coupe de l'UEFA. Voilà enfin le précieux ticket pour entrer dans le stade. Une victoire demain soir aiderait certainement à faire passer l'addition. Il ne reste plus qu'à gagner. Voilà, tout cela doit vous faire chaud au cœur, José Anigo. Merci d'être avec nous. Alors sur le papier, Valence est quand même favori, ils sont les champions d'Espagne, c'est un très gros club. Vous êtes là pour faire bonne figure, pour faire un bon match, ou vraiment vous croyez à vos chances?
Bah écoutez, si c'était pour faire bonne figure, on serait resté chez nous, mais on a vraiment envie de la gagner, donc on est venu ici pour le remporter. On a autant de chance au départ que Valence et je pense qu'on vendra chèrement notre peau demain. Vous n'êtes entraîneur que depuis quelques mois, c'est quand même une formidable aventure. Vous êtes plus stressé ou vous êtes plus excité, surmotivé? Non, on n'est pas excité, on connaît l'ampleur de la tâche, elle n'est pas simple, elle est difficile et on est concentré, et on est dans notre sujet à 100% et on sait qu'on rencontre une équipe nettement favori par rapport à nous au départ, mais on sait qu'on va être soutenu par 11 000 supporters complètement qui est notre cause et qui vont nous pousser pour aller de l'avant et on compte sur eux, ce sera notre 12e homme, mais en même temps on sait aussi que nous on va tout jeter sur ce match-là pour faire que cette coupe revienne à Marseille. Faites-nous une confidence, José Anigo, quel est le secret dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs pour en obtenir le meilleur? Qu'est-ce qu'on peut dire aux joueurs dans ces moments-là? Vous savez, on peut parler de fierté, on peut parler d'honneur parce que chez nous ça a des valeurs importantes, de ce maillot qui est glorieux et de faire honneur à cette ville qui est une ville passionnée de football et sincèrement on sait que tous les Marseillais attendent ça et on va essayer de faire en sorte de leur faire plaisir et de ramener cette coupe parce que ce serait le plus grand, pour moi le plus grand des moments que de ramener cette coupe à Marseille sur le Vieux-Port et de la montrer à tous les Marseillais, surtout à ceux qui ne pourront pas venir demain en Suède. Merci José Anigo, on sera avec vous bien évidemment, ce sera donc demain à 20h45 sur notre antenne. Merci beaucoup. Sur France 2, merci à vous, football toujours. José Anigo l'a sans doute suivi, on connaît la sélection de l'équipe de France pour l'Euro qui débute dans quelques semaines. 23 joueurs ont été retenus par Jacques Santini, un groupe sans surprise autour de Desailly, Vieira, Zidane et Henry. À noter l'absence d'Anelka, de Philippe Mexès, la titularisation de Sarr et puis de nombreux monégasques comme Jérôme Roten ou Ludovic Julie. Le Festival de Cannes est d'abord cette image tournée il y a quelques minutes, la montée des marches de Tom Hanks. C'est la première fois que l'acteur américain vient sur la croisette. Il tient le premier rôle dans Lady Killers, le film des frères Cohen en compétition pour la Palme d'Or, qui est présenté ce soir. Autre personnalité en vue aujourd'hui, Jean-Luc Godard, venu présenter son dernier film, Notre musique. C'est toujours une curiosité. Pascal Deschamps, Hervé Pozzo. La télévision, c'est un tel monstre que c'est difficile d'aller contre, on ne sait même pas. Et pourtant, Jean-Luc Godard n'a jamais vraiment cessé d'aller, sinon contre la télévision, au moins à contre-courant, à tenter d'offrir un contre-champ à toutes les images et les commentaires dont nous sommes abreuvés. L'image, ça ne peut pas se nommer, mais on passe son temps à la nommer, à dire que la télévision, c'est le royaume des images, alors que vous voyez bien qu'ici, c'est le royaume du texte. Notre musique est une réflexion sur notre monde en 3 parties. D'abord l'enfer, 10 minutes d'images de guerre sans parole, puis le purgatoire, 1 heure de conversation dans le Sarajevo d'aujourd'hui. Pourquoi Sarajevo? Parce que la Palestine et parce que j'habite Tel Aviv. Je souhaite voir un endroit où une réconciliation semble possible. Des conversations entre 2 jeunes Yougoslaves et un cinéaste joué par Godard qui s'interroge sur la façon dont les images rendent compte ou pas de la vérité. Par exemple, en 1948, les Israélites marchent dans l'eau, vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau, vers la noyade. Chant et contre-chant. On rapproche ces 2 photos, et puis ensuite, il faut peut-être arriver à faire un texte qui renvoie à d'autres images ou d'autres rêves. Le rapprochement d'images, à mon sens, est un instrument de paix et de justice. Jean-Luc Godard, philosophe, provocateur et brillant, comme à son habitude. Et comme la justice et le paradis ne sont pas pour aujourd'hui, je lui ai cédé une partie de... Il a offert cet après-midi la moitié de sa conférence de presse à un intermittent. Et à tous les amoureux du cinéma ou du festival, un rendez-vous ce soir, comme au cinéma, en direct de Cannes. Michel Field reçoit notamment Agnès Jaoui, Michael Moore et Josiane Balasco à partir de 22h40. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevray, il fera très chaud encore. Point route Valérie Maurice, 20h55 les Keufs, un film de et avec Josiane Balasco justement. 22h45 donc Michel Field, 1h20 dernier journal Ève Mettet. Dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Harlem Désir, tête de liste PS pour les européennes dans la grande région Île-de-France. On se quitte sur ces images des œufs les plus célèbres du monde, en résine, en malachite ou en or, les œufs de
Fabergé. La collection vient d'être rachetée par un milliardaire russe qui a décidé de les exposer à Moscou. Chacune de ces pièces vaut plusieurs millions d'euros. À demain. Votre soirée sur France 2. Josiane Balasco joue les appâts pour faire couler un réseau de proxénètes. Michel Field est à Cannes avec Emmanuel Béard, Gérard Darmon, Emma Decaune et Agnès Chaoui. Puis, Histoire courte